Bonjour et bienvenue sur la chaîne Destins croisés. Avant de commencer, appuie sur le bouton j'aime et abonne-toi pour que nous puissions continuer à créer des histoires comme celle-ci. C'est parti! Dans une ruelle sombre et détrempée de la périphérie de Paris, à quelques pas de la station de métro Porte de Clignancourt, vivait Inès, une adolescente sans abri de 16 ans, ignorée de tous. Avec son vieux sac à dos troué, sa veste usée jusqu'au tissu et un petit carnet jauni où figurait un prénom unique Théo, elle survivait dans une ville qui ne regardait jamais vers le bas. Théo, c'était son petit frère, perdu dans l'incendie de l'orphelinat de Saint-Denis quand elle n'avait que 8 ans. Depuis, elle ne cessait d'espérer qu'il soit encore en vie, quelque part, peut-être adopté, peut-être oublié. Elle passait ses journées à fouiller les bennes derrière les boulangeries, partageant ses maigres trouvailles avec d'autres jeunes sans-abri. Ce soir-là, alors qu'elle cherchait un coin à l'abri du vent, un cri strident résonna dans la ruelle. Un cri qui glaça le sang. Sans réfléchir, Inès courut dans la direction du bruit et vit deux hommes encagoulés en train de traîner un garçon bien habillé contre un mur. Le gamin se débattait, terrifié, mais silencieux. Il ne criait pas, comme s'il savait que crier ne servirait à rien. Inès agrippa une barre métallique rouillée qu'elle trouva au sol et hurla de toutes ses forces. Les agresseurs, surpris, lâchèrent leur proie et prirent la fuite en jurant. Elle se précipita vers le garçon. Il portait un pull en cachemire taché de sang et des chaussures de luxe. Mais ce qui la frappa, c'étaient ses yeux, d'un bleu profond, voilés d'effroi, mais étrangement familiers. Elle l'aida à s'asseoir, vérifia sa blessure à la main et l'emmena dans un local technique abandonné de la RATP, son refuge. Elle nettoya sa plaie avec de vieux mouchoirs et de l'eau en bouteille. Le garçon s'appelait Léo. Il ne voulait pas dire son nom de famille. Il disait simplement qu'il avait fugué, que les gens qui l'entouraient le regardaient comme un trophée, pas comme un être humain. Inès ne posa pas de questions. Elle comprenait. Ils partagèrent des restes de pain au chocolat qu'elle avait trouvés plus tôt, et parlèrent jusqu'au lever du jour. Léo l'écoutait comme si elle venait d'une autre planète. Et pour lui, c'était sûrement le cas, une fille pauvre, invisible, mais courageuse. Le lendemain matin, quand Inès revint d'un centre de jour avec un sandwich pour Léo, elle vit que la ruelle était bouclée. Des fourgons de police, des SUV noirs et une équipe de sécurité privée entouraient la zone. Elle se glissa entre deux bâtiments et entendit un officier dire « Le fils de Guillaume Delattre a été retrouvé. La fille qui l'a sauvé a disparu. » Guillaume Delattre. PDG de Delattre Technologies, un des hommes les plus riches de France. Le sang d'Inès ne fit qu'un tour. Elle regarda une dernière fois vers la Seine. Et là, à l'arrière d'un van blindé, elle vit Léo. Il avait changé de vêtements. Costume, chemise blanche, coupe soignée. Mais ses yeux étaient les mêmes. Et au moment où les portes se refermèrent, il la vit. Et il sourit. Pas un sourire de soulagement, non. Un sourire douloureux. Comme pour dire, ne pars pas. Inès sut, à cet instant précis, qu'elle devait connaître la vérité. Ce n'était pas une coïncidence. Léo, ou plutôt Théo? Elle ne pouvait plus reculer. Inès ne dormit pas cette nuit-là. Tapie dans un coin du square Léon, sous un auvent d'immeuble en travaux, elle repassait sans cesse les événements dans sa tête. Elle ne pouvait oublier ce regard. Ses yeux bleus. Ce visage si familier, si semblable à celui de son petit frère, Théo, perdu lors de l'incendie à Saint-Denis 8 ans auparavant. Depuis ce jour maudit, elle vivait avec une question brûlante, une douleur sourde au creux du ventre. Mais cette nuit-là, pour la première fois, elle sentit une étincelle. Et si c'était lui? Et si Léo, ce garçon qu'elle avait sauvé, ce fils du milliardaire, était en réalité Théo? Le cœur battant, elle se précipita le lendemain à la médiathèque Marguerite Duras, où elle pouvait discrètement utiliser un ordinateur. Elle tapait frénétiquement dans Google « Léo Delattre, enfant adopté Guillaume Delattre, orphelinat Saint-Denis incendie, enfant disparu 2015 Paris ». Des dizaines de résultats. Des articles anciens, presque oubliés. Et là, elle le vit, un dossier de presse poussiéreux sur l'incendie à l'orphelinat des Petites Feuilles. Un bilan tragique. 3 enfants morts. Plusieurs transférés dans d'autres établissements.
Parmi les noms, un en particulier sauta aux yeux d'Inès, Théodore Marchal, 6 ans, transféré dans un hôpital à Neuilly puis plus de traces. Disparu. Et puis, une note étrange, adoption confidentielle en avril 2016. Dossier scellé à la demande de la famille adoptive. Inès sentit son estomac se nouer. En croisant les dates, elle vit que c'était exactement à ce moment que Guillaume Delattre, le célèbre entrepreneur tech, avait adopté un enfant. Léo? Même âge. Même regard. Même cicatrice à l'oreille gauche. Une coïncidence? Non. Pas pour une fille qui avait passé sa vie à observer les détails pour survivre. Elle savait. Mais elle devait en avoir le cœur net. Elle retourna près de la villa Delattre dans le 16e arrondissement, se cachant dans un terrain vague d'en face, observant jour et nuit. 2 jours plus tard, elle aperçut Léo à l'étage, assis près d'une fenêtre. Elle leva lentement la main. Le garçon, comme s'il sentait sa présence, tourna la tête. Leurs regards se croisèrent. Il se leva d'un bond. 10 minutes plus tard, la grille de service s'ouvrait. Léo s'élança dans la ruelle et la trouva derrière un conteneur. « Tu es là » souffla-t-il. « Tu es Théo » dit-elle sans trembler. « Je suis ta sœur, Inès. » Léo fronça les sourcils. Le prénom semblait le frapper en plein cœur. Il vacilla. « On m'appelait Théo avant » murmura-t-il. « Mais je ne m'en souviens presque pas. » Inès sortit de sa poche une photo froissée, 2 enfants dans un dortoir, blottis sous une couverture, riant. Il regarda la photo, puis elle. Et s'effondra en larmes. C'était lui. Il ne comprenait pas tout, mais son cœur le savait. Ils se réfugièrent dans la cabane de jardin du domaine, cachés du personnel. Pendant des heures, ils parlèrent, dessinèrent ensemble, chantèrent des berceuses oubliées. Des souvenirs enfouis rejaillirent. Tu te souviens des pommes au four qu'on volait à la cuisine? Et du nounours avec un œil en moins? C'était toi qui l'avais recousu avec des lacets volés. Ces détails. Ces anecdotes. Ils se retrouvaient. Mais le bonheur fut de courte durée. Le lendemain, Guillaume Delattre découvrit l'intruse dans son jardin. Son regard était glacial. « Qu'est-ce que cette fille fait ici? » gronda-t-il. « Papa, elle m'a sauvé. Elle est ma sœur. » On a fait un test ADN, mentit Léo dans un élan de panique. « Un test ADN? » répéta Delattre, blême. « Alors faisons-le vraiment, répondit froidement l'homme. 3 jours plus tard, les résultats tombèrent. Positif à 99,98%. Choc. Silence. Léo sauta dans les bras d'Inès. Mais Delattre ne dit rien. Il tourna simplement les talons. Rejet. Froid. Blessure. Mais Inès n'avait plus peur. Elle avait retrouvé Théo. Et c'était tout ce qui comptait. Le test ADN ne laissait aucun doute. Le document officiel, tamponné par un laboratoire de renom à Neuilly-sur-Seine, indiquait noir sur blanc, Inès Marchal et Léo Delattre sont frères et sœurs biologiques. Mais alors qu'Inès croyait, au fond d'elle, que ce serait le début d'une nouvelle vie, qu'elle allait enfin être acceptée, aimée, reconnue, la réaction de Guillaume Delattre la heurta plus violemment que n'importe quelle nuit passée dans le froid. Il fixa la feuille, ses yeux figés, ses mâchoires serrées. Puis, sans lever le regard, il murmura « Cela ne change rien ». Il tourna les talons et quitta la pièce. Inès resta debout, figée, le cœur broyé. Léo s'élança vers elle, mais elle se dégagea doucement. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi, Léo. Tu as ta vie ici? »« Tu es ma vie, » répliqua-t-il sans hésiter. À partir de ce moment, un mur invisible se dressa dans la maison. Guillaume évitait Inès. Les domestiques la regardaient avec suspicion. Les dîners devinrent silencieux, tendus. Léo, quant à lui, ne cessait de se battre. Il confrontait son père. Il exigeait qu'Inès ait les mêmes droits, la même place. Mais rien n'y faisait. Une nuit, alors qu'Inès sortait discrètement dans le jardin pour pleurer en paix, elle entendit une conversation dans le bureau. «
Elle ternira notre image, Guillaume, disait une femme, la conseillère en communication de la famille. Le public adore l'histoire du fils rescapé, mais la sœur sans abri? C'est trop brut. Alors on fait quoi? Demanda-t-il, visiblement excédé. On l'envoie discrètement en internat à Bordeaux. On dira que c'est pour ses études. Et ensuite, silence radio. Inès sentit le sol se dérober sous ses pieds. Le lendemain, elle prépara ses affaires en silence. Elle comptait partir d'elle-même. Mais Léo, en la voyant franchir la grille, se jeta sur elle. « Non. Tu ne peux pas fuir. Pas encore. Pas cette fois. Je ne veux pas détruire ta vie, Léo. C'est toi qui me l'as sauvée. Tu es la seule chose vraie ici. Tu m'as retrouvé. Maintenant, c'est à mon tour. » Le soir même, Léo se connecta à son compte Instagram, un profil certifié avec plus de 3 millions d'abonnés, et posta une vidéo. Face caméra, les yeux embués, il déclara « Je m'appelle Léo Delattre, mais mon vrai prénom est Théo Marchal. Et cette fille, c'est ma sœur. Elle m'a sauvé la vie. Elle a survécu seule pendant des années. Et maintenant qu'on est réunis, je refuse de la perdre à cause de la peur du qu'en dira-t-on. » La vidéo fit l'effet d'une bombe. En l'espace de 24 heures, elle fut relayée par Le Parisien, France Info, Brut, et même des célébrités prirent la parole. #hashtag Inès et Théo devint viral. Les Français s'étaient pris d'affection pour cette histoire vraie, authentique, humaine. Guillaume Delattre, piégé par le regard public, convoqua ses avocats et ses conseillers. Les investisseurs menaçaient de retirer leur soutien s'ils s'obstinaient à ignorer ce que le monde entier saluait comme un miracle fraternel. Mais ce fut un moment bien plus intime qui brisa sa carapace. Une lettre. Une simple lettre, écrite à la main, glissée sous sa porte. Elle était signée Louise, la gouvernante de la maison depuis 25 ans. J'ai vu Léo grandir. J'ai vu sa tristesse, son vide, son mal-être. Depuis qu'Inès est là, il rit. Il vit. Peut-être qu'il vous faut perdre ce que vous avez de plus cher pour comprendre ce que vous avez déjà perdu. Ce fut la claque. Le lendemain matin, Guillaume fit venir Inès et Léo dans le salon. Il était debout, raide comme un chêne, mais les yeux rougis. Je ne suis pas un homme facile. Ni un bon père. Mais je ne peux pas nier l'évidence. Vous êtes frères et sœurs. Et cette maison est aussi la tienne, Inès. Il s'agenouilla devant elle, tendit un trousseau de clés. Je n'ai pas su être là quand il le fallait. Mais si tu veux, je peux commencer maintenant. Inès ne répondit pas. Elle s'avança simplement, et le serra dans ses bras. Longtemps. Léo les regardait, les larmes coulant sur ses joues. Pour la première fois, il se sentait entier. 6 mois plus tard, la demeure Delattre n'avait plus rien d'un palais froid et silencieux. Les couloirs résonnaient de rires, de discussions, d'odeurs de pâtisserie, et parfois, de cris enthousiastes d'un jeune garçon qui courait avec un chat dans les bras. Inès, désormais officiellement reconnue comme fille de la famille, avait su transformer la maison en un véritable foyer. Mais elle n'en oubliait pas ses racines. Tous les dimanches, elle se rendait au centre d'accueil de la Villette, où elle avait trouvé du réconfort autrefois, cette fois en tant que bénévole. Elle organisait des ateliers d'art, apportait des repas chauds et, surtout, écoutait. Car elle savait que parfois, ce dont on a le plus besoin, c'est d'être entendu. Léo, lui, avait convaincu son père de créer la Fondation Marchal, du nom de leur mère biologique, disparue dans l'incendie. La mission, retrouver et réunir les frères et sœurs séparés par les rouages de l'administration ou les drames familiaux. La France entière suivait leurs actions. La presse parlait d'eux comme les enfants de la résilience. Leur histoire avait touché un nerf sensible dans une société en mal de repères. Même des écoles invitaient Inès à parler de son parcours. Lors d'une intervention au lycée Louis-les-Grands, une élève lui demanda « Et si tu n'avais jamais trouvé Léo ?» Inès sourit doucement. « Je crois qu'il m'aurait trouvé, tôt ou tard. L'amour vrai, même séparé, trouve toujours un chemin. » Mais un jour, une lettre inattendue changea tout. Elle venait de Strasbourg. À l'intérieur, un petit bracelet tressé, très ancien, et un mot manuscrit.
Tu m'as offert ce bracelet quand j'avais 7 ans. Tu m'avais promis qu'on se retrouverait. C'est moi, Maya. Je suis vivante. Maya. Une des enfants de l'orphelinat. Celle qu'Inès considérait comme une sœur de cœur avant même de savoir ce que voulait dire ce mot. Le choc fut immense. Elle sauta dans le premier TGV. À l'arrivée, sur le quai, une jeune femme aux boucles rousses attendait, les yeux pleins d'eau. Elles coururent l'une vers l'autre, s'embrassèrent si fort qu'elles tombèrent sur le sol, éclatant de rire comme des enfants. Cette rencontre fut le point de départ d'un nouveau projet, un foyer pilote pour jeunes filles sans domicile fixe, dirigé par des anciennes rescapées comme elles. Financé par la Fondation et inauguré en présence de la mairie de Paris, l'ouverture fut couverte par les médias du pays entier. Lors de son discours, Guillaume Delattre, debout aux côtés d'Inès et Léo, déclara « Il m'a fallu des milliards pour construire des empires. Mais il m'a fallu 2 enfants courageux pour comprendre ce qu'est vraiment une famille. » Le public ovationna. Inès, désormais libre, forte et aimée, prit alors la parole. « On m'a souvent dit que j'étais trop cassée pour mériter une belle vie. Mais je crois que ce sont nos cassures qui laissent passer la lumière. Si vous êtes perdu, invisible ou abandonné, souvenez-vous, vous n'avez pas besoin d'être parfait pour être digne d'amour. » Après la cérémonie, Inès se glissa hors de la foule, marcha vers un petit square à côté du foyer et aperçut un garçon, assis seul sur un banc. Il tenait un sac plastique et observait les oiseaux avec une tristesse dans les yeux qu'elle connaissait trop bien. Elle s'assit doucement à côté de lui. « Tu es seul? »« Oui, » répondit-il. « Tu veux venir manger une crêpe? » Il la regarda sans comprendre. « Pourquoi? »« Parce que j'ai été toi. Et maintenant que j'ai trouvé mon frère, je peux aussi t'aider à trouver ton chemin. » Le garçon hésita. Puis hocha la tête. Et c'est ainsi qu'Inès sut que la boucle était bouclée. Sa mission n'était pas finie, elle ne faisait que commencer. Parce que dans ce monde cassé, ceux qui ont survécu sont ceux qui peuvent recoller les morceaux des autres.